Bonjour Edna. Bonjour Nathalie. Edna, je suis ravie de te recevoir dans cette interview clarté parce Merci. que tu as une expérience par rapport au bazar, aux objets, aux maisons aussi, mais une expérience assez spéciale et donc je suis très contente qu'on puisse en discuter. Et je suis contente de pouvoir partager mon expérience. Voilà, peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Et, euh, Ouais. et voilà, c'est important pour moi aussi de pouvoir transmettre sur tous les champs. Oui, merci. Alors Edna, nous on s'est rencontrés dans une formation, c'était je crois qu'il y a presque 3 ans, hein. Euh, voilà, donc tu es Ça date. une formation d'entrepreneur. Nous formons toutes les deux et on s'est rencontrés à cette occasion. On a des domaines de compétences qui sont différents et en même temps, ils sont éventuellement, il y a des petites zones qui se recoupent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Edna? Quel est ton domaine de compétences? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors moi, je suis formatrice en discipline positive. La discipline positive, c'est une approche éducative qui vise, alors moi je travaille principalement avec les parents, mais je peux aussi travailler avec les enseignants et avec les managers. C'est finalement comment poser son autorité de façon juste. Donc on voit que autant en tant que manager qu'enseignant ou que parent, on va avoir ce rapport-là, donc tisser des liens de qualité. Et puis vraiment mon domaine de prédilection, c'est la parentalité. Donc c'est finalement comment éduquer avec fermeté et bienveillance, c'est-à-dire sans crier, sans punir, mais aussi sans se laisser marcher sur les pieds. Donc c'est vraiment cette notion de fermeté. Je pose le cadre, je respecte le cadre du parent, le monde du parent, je me respecte en tant que parent, et puis j'accompagne mon enfant pour l'aider à grandir et qu'enfin il s'envole à l'âge adulte de façon autonome, épanouie, responsable, enfin tout ce qu'on leur souhaite. Fantastique. Et en même temps, tu vois, pendant que tu me dis ça, je me dis, mais purée, c'est exactement la même chose qu'avec le bazar. Avec les objets, c'est comme des petits diablotins, des petits enfants indisciplinés en disant, oh, mais il y en a partout, se sont échappés des placards, et les objets se sont répandus sur le sol, ils se sont mis sur le plan de travail de la cuisine. Et l'idée est de poser un cadre ferme sans passer dans le combat à tout prix, parce qu'effectivement, quand on passe en mode mégère, hein, que ce soit avec les enfants, le conjoint, les objets ou avec dans d'autres domaines, probablement dans le domaine de l'entreprise, c'est pas constructif. Tout à fait. Alors les objets et ton domaine, bon bah le premier domaine, premier pont qui est là forcément, c'est le fameux range ta chambre Ah oui. avec, avec les enfants. Donc ça c'est une source de conflit intarissable pendant des années et des années entre les enfants et les parents. Quelle Alors, expérience tu as avec ça, toi? il y a le range ta chambre qui est évite de laisser. Alors moi j'ai là aujourd'hui mes enfants à l'heure où je te parle, ils ont 12, 19, 21 et 26 ans. Donc on a un beau panel et c'est vrai que à l'adolescence, je ne sais pas pourquoi il doit y avoir une force d'attraction sur le sol qui fait que tous les enfants laissent tout par terre. Donc effectivement, le fameux range ta chambre. Mais ce qui me vient quand tu me poses cette question-là, c'est aussi l'évolution dans l'âge de nos enfants. C'est-à-dire que au début, quand ils sont tout bébés, on va avoir besoin d'un certain nombre d'objets, de choses pour l'entretien du bébé, la table à langer, le machin. Et en fait, très rapidement, parce que les enfants grandissent vite, mine de rien, très rapidement, il va y avoir des objets dont on ne va plus avoir besoin. Qu'est-ce qu'on en Ouais. fait? Et donc, régulièrement, en tant que parent, on a ces phases de rangement, de tri qui sont Ouais. nécessaires parce que les objets dont on n'a plus besoin sont remplacés par d'autres Ouais. et ça va très Les très vite. placards sont pas extensibles. La Exactement. layette, hein, 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça change, on est obligé.
Exactement. Et alors, au niveau des vêtements, bah, l'enfant grandit. Donc, de toute façon, c'est des vêtements qui ne vont plus. Donc, comment on fait une rotation au niveau des vêtements? Et finalement, c'est amusant parce que tant que les enfants grandissent, on est obligé de faire ce changement parce qu'on va pas. Quand les t-shirts arrivent là, il faut changer. Donc, on est obligé de le faire. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, une fois qu'on a arrêté de grandir ou quand nos ados arrêtent de grandir, et ben on a ce truc-là de on entasse dans les placards parce que c'est des vêtements qui nous vont toujours. Voilà. C'est des choses peut-être aussi où il y a de l'affectif parce que on aime bien, c'est ce t-shirt, ce pull qui est tellement confortable, ou ce truc-là, il tient plus debout, il ressemble plus à rien, mais ça pourrait me servir pour du bricolage, enfin, et comme ça, et on accumule et on accumule et on accumule. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, là, tu vois, moi, je fais le parallèle, je dis toujours, quand les enfants sont petits puis qu'ils grandissent effectivement tellement vite, c'est tellement spectaculaire ce changement, c'est du changement permanent et on est dans le flux de la vie, on est obligé, on n'a pas le choix. Et arrive un moment où il y a pas mal de choses qui se stabilisent, notre taille, nos habitudes de vie. Et là, on a tendance, par rapport aux objets, à plus être dans le flux de la vie, à s'encrouter. Voilà. Donc toi, en tant que parent, je sens ton expérience, hein, donc tu étais dans le flux de la vie. Après, par rapport à tes affaires, à toi, le bazar, quelle expérience t'as? Est-ce que c'est quelque chose qui te poursuit depuis l'enfance? Est-ce que tu es ordonnée? Comment toi tu te sens par rapport à tes objets, à toi? Alors, moi, je suis quelqu'un de relativement ordonné, même si je vois derrière moi, il y a plein de choses. En fait, moi, je suis beaucoup dans l'affect. Et c'est vrai que j'ai du mal à me séparer d'objets qui ont une histoire. Et donc, c'est ce qui peut créer chez moi ce truc d'accumulation. C'est-à-dire que quand j'ai un nouvel objet qui arrive et qui a du coup sa propre histoire, je sais que je vais avoir du mal à m'en séparer derrière. Sauf si à un moment donné, cet objet-là, il me rappelle des mauvais souvenirs ou des choses dont j'ai pas envie de me souvenir, alors je vais pas avoir de mal à m'en séparer. Mais du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus vigilante aussi à me dire quand j'achète ou quand je récupère quelque chose, parce que je récupère aussi, on me donne, enfin voilà, il y a un certain nombre de stratégies que j'ai mis en place pour me dire, ok, j'arrête d'accumuler et j'essaye aussi régulièrement de faire du tri. Parce que effectivement, l'affect, les objets, l'histoire m'a montré que les souvenirs, ils sont pas forcément dans les objets, mais ils sont dans nos cœurs, ils sont dans tout ça. Donc, se détacher un petit peu de la matière, ça fait aussi du bien parce qu'on va faire du ménage, on va faire du tri. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que la technologie avance à grands pas. Et par exemple, on peut se dire qu'avoir des centaines d'albums photos comme ont pu avoir nos parents, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qui disparaissent parce que on a tout sur des drives, on a tout sur des clouds, on a des choses sur nos téléphones, et qui a finalement un autre type de bazar qui peut s'installer, mais qui prend moins de place au niveau visuel. Oui, c'est du bazar invisible un peu, hein. Le bazar digital, on se dit ouais, mais c'est dans le petit appareil. La charge mentale, elle n'est pas dans le petit appareil, hein, elle est là. Et puis la charge affective, elle est là. Ouais. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de plutôt ordonné, je sais où sont mes affaires et j'essaye de faire régulièrement du tri et aussi maintenant aussi avant d'acheter ou avant de récupérer quelque chose, je me dis est-ce que c'est pas quelque chose qui est inutile ou qui va prendre la poussière et qu'est-ce que je vais faire? Enfin voilà, je risque de m'encombrer, je risque de m'encombrer. Ouais. Justement par rapport à l'affectif, à l'affect aux objets, l'objet, le lien humain. Quelle est la différence entre le lien qu'on tisse avec l'objet, le lien qu'on tisse avec l'humain? Voilà, toi, tu as eu une expérience de vie ces dernières années qui était
très très difficile, très spéciale, très très forte. Qu'est-ce que tu veux nous raconter par rapport à ça? Oui, effectivement, Nathalie, l'expérience que tu évoques, c'est la perte de mon époux. En fait, mon mari, alors on était une famille recomposée, on est une famille recomposée puisque on a à nous deux, on a 4 enfants. Quand on s'est rencontrés, lui il avait une fille, moi j'avais 2 garçons et puis on a eu un petit bonhomme, un autre garçon, donc le petit dernier ensemble. Et c'est vrai que sa disparition m'a obligée à faire du tri dans ses affaires, à me séparer d'un certain nombre de choses. Et notamment, j'ai dû déménager, donc passer d'une grande maison où on vivait tous les 6 à une maison plus petite parce que aussi, entre-temps, lui est parti, mais les 2 grands ont aussi pris leur envol. Donc, j'avais plus besoin d'avoir une grande maison. Et puis aussi beaucoup de travail. On avait un jardin, donc il a vraiment fallu que je réduise la voilure. Et c'est vrai que le fait que je puisse plus même assumer toute seule une telle maison qui était une charge à la fois émotionnelle, financière, en termes de temps, d'entretien, c'était énorme. Voilà, j'ai voulu changer et déménager. Mais du coup, déménager, ça voulait dire aussi, quand on déménage, il faut faire du tri dans ses affaires. Il faut choisir ce qu'on emporte. Et c'est vrai que là, t'es passé de quel volume à quel volume? Enfin, quelle surface à quelle surface? On avait, je devais avoir, parce qu'il y avait un sous-sol, 1, 2, 3, 60, je devais avoir genre 210 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et là, j'ai 130. Ouais, donc c'est mathématique, hein. Il y a presque la moitié que tu as dû faire partir. Puis bon, après, les grands, ils sont partis éventuellement avec leurs affaires, mais là, c'est aussi le problème du nid vide. Hein. Je sais pas si ça, Non, ils sont pas, enfin, ils sont partis à moitié. Hein. Ah, ils m'ont laissé plein de trucs. Voilà. Tu sais, le truc, ah maman, tu peux pas me le garder ça et tout. Oui, mais bon. Bon, ouais. Alors le syndrome du nid vide, moi, c'est quelque chose. En fait, dans ma pratique professionnelle, je sais que nos enfants ne nous appartiennent pas et on a des enfants pour les amener à grandir et à prendre leur envol. Donc, en fait, je sais intrinsèquement que mes enfants, je les accompagne pour qu'ils partent. Hein. Ouais. Qu'ils partent, exactement. Et dans les meilleurs... C'est vrai, c'est un état d'esprit, c'est une base de la posture de parent que avec laquelle tu joues tous les jours. Donc, peut-être c'est passé plus facilement pour toi que pour d'autres personnes. Oui. C'est dans l'ordre naturel des choses et parfois, j'aime bien rappeler aux parents que nos enfants, ils ont vocation à quitter le nid et on leur souhaite de pouvoir quitter le nid, le foyer et partir vivre leur vie en espérant qu'on sera toujours à leur côté et qu'ils retrouveront toujours l'espace sécurisant et le foyer aimant quand ils en ont besoin. Je me rappelle à l'adolescence, mon plus grand fils, il y a eu une période qui était un petit peu difficile. Hein. On a beau être équipé, on a beau être formateur en parentalité, consultant, etc. Ça ne nous empêche pas d'avoir des difficultés avec nos propres enfants. Et je lui ai dit, tu sais, on n'a pas besoin de s'embrouiller pour que tu puisses partir. En fait, on n'a pas besoin d'attendre de plus supporter pour que tu puisses partir. Et je te souhaite de pouvoir partir, avoir ton chez toi et que tu aies plaisir à revenir de temps en temps pour un déjeuner. Tu observes ce bien inconscient que parfois il y a des conflits qui sont créés pour avoir une bonne raison de partir pour l'adolescent ou pour le jeune adulte. Et puis, alors, même ce qu'on dit dans la nature, en fait, est tellement bien faite que la crise d'adolescente, qui est aussi un processus d'individuation où l'enfant se détache de son parent, existe sans lui, etc. C'est un processus naturel qui fait que, justement, on va réussir à... C'est tellement difficile qu'on va réussir à se détacher et puis on se dit, tiens, il s'en va, allez, c'est bon.
J'ai fait le taf, j'ai fait le job. Donc, il y a un petit ras-le-bol qui soit là. Bah, probablement avec le bazar, c'est la même chose. Faut qu'il y ait un certain ras-le-bol. Faut dire, oh, j'en ai marre de chercher mes clés partout. Oh, j'en ai marre de devoir faire le slalom dans le ménage pour qu'on dise, bon, bah, maintenant, allez, ça doit partir parce que, C'est ouais. ça. C'est ça, la douleur, à un moment donné, c'est aussi ces choses-là, on apprend de nos difficultés et que quand les difficultés deviennent trop grandes, c'est là aussi que ça nous amène à bouger, à changer. Et c'est vrai que c'est pareil avec nos enfants, mais c'est pareil avec le bazar. Quand il y en a partout, qu'on n'y voit pas clair, que on n'arrive plus à ranger les trucs parce qu'il y a trop de papier, il y a trop de vaisselle, il y a trop de fringues, il y a trop d'eux. Et ben, à un moment donné, on se dit non, là, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Voilà. Dans cet épisode de vie, donc le décès de Laurent, le fait de devoir trier ses affaires, le fait de devoir déménager dans beaucoup plus petit et donc de faire un tri dans toutes les affaires, les tiennes et puis celles des autres de la maison, qu'est-ce que toi tu as appris? Qu'est-ce que peut-être des limites que tu as dû dépasser, tu as dû sortir de ta zone de confort, qu'est-ce que toi tu as appris et acquis comme compétences? Alors, c'est vrai que au moment de son départ, c'était pas un départ anticipé parce qu'on n'anticipe jamais ces choses-là, mais il est parti à la suite d'une longue maladie et c'est vrai que au moment du départ effectif, il y a aussi toute cette période de deuil de la vie qu'on a eue, de deuil du lieu où on a vécu, puisque moi je savais que j'allais partir, que je n'allais pas rester. Ok, c'était clair pour toi dès le début. C'était clair, oui. Tu avais déjà mesuré la charge financière, énergique, chronophage que ça représentait et tu savais que tu n'allais pas pouvoir rester. Oui, je savais, même si on a toujours espéré que les choses puissent s'arranger, je savais que si jamais il devait partir, moi je ne resterais pas dans cette maison-là parce que c'était trop encore trop. Et c'est vrai qu'il y a à la fois il y a plusieurs choses à gérer dans ces périodes-là. C'est à la fois la douleur du deuil et de la mise en place de se dire ok, maintenant il va falloir œuvrer pour la succession, pour le déménagement, etc. Et se dire bah oui, il va falloir faire du tri. Et moi, à partir du moment où il est parti, je me suis mis beaucoup de pression en me disant oh là 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 là, il va falloir que je vide cette maison. Et j'étais toute seule et voilà tout ça qui se remue. Et j'ai traîné des pieds. Quand je tombais sur des choses, en plus il y a aussi, comme je disais, je suis attachée aux souvenirs liés aux objets. Donc à chaque fois que je prenais quelque chose dans la main, j'avais des souvenirs qui revenaient, etc. Et finalement, j'ai déménagé dans une maison qui était juste à côté. Donc, ça m'a permis de faire, c'est presque objet par objet que j'ai emmené les choses. Et à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, parce qu'au départ, je m'étais dit, il faut que je fasse du tri, il faut que je donne, que je jette, que je vide la maison. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit, non, j'arrête de me dire qu'il faut que j'enlève de la maison, mais je vais plutôt prendre avec moi ce que je veux garder. Voilà, on part du côté, on regarde le verre à moitié plein en disant qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux emporter avec moi qui est important. Et ça, ce changement de posture. Voilà, au lieu de dire je dois faire sortir en disant, plutôt se positionner en disant de toute façon, je suis dans un nouveau chapitre de vie, qu'est-ce que j'emmène avec moi? Exactement. Et c'est un peu comme si, souvent en coaching, on pose cette question-là aux gens. On dit, bah, si vous deviez partir juste avec un sac de voyage, quelles sont les choses qui vous sont essentielles en fait pour partir et faire ce voyage-là? Si vous devez quitter votre maison, quelles sont les choses essentielles que vous emmenez? Et en fait, c'est une posture qui est très différente et qui est aussi beaucoup plus facile à faire que de se dire je me débarrasse et après je vais avoir le déménagement. Donc en fait, j'ai emmené ce qui comptait pour moi, même si je sais que j'en ai emmené encore. Donc maintenant, c'était il y a 3 ans et demi. Je sais aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai emmenées dont j'ai pas réussi à me séparer à l'instant où j'ai fait ce déménagement.
où je me dis aujourd'hui, il faudrait que je fasse une deuxième passe maintenant et que je sorte de ma maison des choses que j'ai emmenées et dont je peux me détacher aujourd'hui. Voilà, donc procède par couche, hein, et c'est totalement normal. Et je pense qu'en tant qu'être humain, comme tu dis tout à l'heure avec la discipline positive, l'idée n'est pas de se fustiger, ni de fustiger les enfants. On est des êtres humains. L'idée est de prendre en compte la nature humaine tout en lui posant un cadre et un squelette qui va l'aider à tenir debout. Et donc, ben là, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que moi je peux emmener là où j'en suis. C'est un processus de deuil. Puis même quand il n'y a pas de processus de deuil effectif, quand on déménage, quand on doit faire... Il y a toujours un endroit ou un autre, quand même, un processus de séparation et de deuil. Et donc, d'être réaliste, de dire, voilà, ben, aujourd'hui, je suis en mesure de faire ça, je le fais, ça va m'emmener à un autre endroit. Et puis, de là, ben, on verra. Plus tard, je serai en mesure de faire autre chose. Et puis, on verra bien, on se laisse le temps. On ne peut pas monter une marche d'un étage. C'est pour ça qu'il y a des escaliers avec des marches. Donc, vraiment, de faire marche par marche, couche par couche dans le bazar. Donc, voilà, je suis contente de voir que tu étais dans cette... tu as réussi à switcher, puis à être aussi douce avec toi et à faire ça avec un état d'esprit positif. Oui, et effectivement, comme tu dis, c'est aussi, moi je travaille aussi beaucoup avec mes clients et mes clientes sur l'autocompassion, c'est-à-dire il ne s'agit pas de se faire vraiment violence et d'être dur avec soi, c'est aussi accepter que ça puisse être difficile. Et si on est attaché aux objets, si on est attaché aux souvenirs qu'ils évoquent, peut-être vraiment faire les choses avec autocompassion et avec douceur. Et il y a ce processus de deuil. Moi, je l'ai vécu à travers le départ de mon mari, mais effectivement, à chaque déménagement, même quand je prends un objet et que je dis je m'en sépare, il y a une forme de deuil qui se fait. C'est-à-dire, je fais le deuil de ne plus avoir cet objet, de ne plus posséder cet objet ou de ne plus l'avoir. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir donner une seconde vie à ces objets-là. Oui, ça motive. Ouais, ça motive de se dire que ça va pouvoir servir à d'autres, notamment dans les vêtements des enfants, etc. Des fois, la première layette, le premier machin, on dit ah c'était ça. Alors quand on les donne à des personnes qui en ont besoin ou qui vont pouvoir en faire bon usage, et ben c'est aussi contribuer à continuer à faire vivre ces objets et à transmettre aussi toute l'énergie de bonheur qu'on a pu avoir avec ces objets-là. En fait, pour moi, on réinsuffle de la vie dedans parce que des objets qui sont chez nous juste en mode stockage, c'est des objets qui sont morts. Si on parle en feng shui, etc., il n'y a pas d'énergie dedans, c'est de l'énergie stagnante. Et le fait de les donner, ben, on leur donne une chance d'avoir une nouvelle vie. Donc, généralement, ils arrivent chez des gens qui en ont besoin. Ouais. Et donc, voilà, on les remet en circulation dans le flux de la vie. Donc, ça, je trouve intérieurement, c'est satisfaisant aussi. Exactement. Exactement. Tout à l'heure, tu as dit, et ça, tu vois, j'ai fait tilt dessus, c'est aussi un pont entre nos deux domaines, que l'on crée pour ses enfants un espace sécurisant, un foyer aimant. Comment toi, donc ces mots, j'imagine que ces mots, ben, c'est ce que tu as essayé de créer avec ton mari dans ton ancienne maison, avec votre famille à 6. Le fait de déménager, est-ce que tu as pu recréer ça dans ta nouvelle maison? Qu'est-ce que toi, tu as envie comme ambiance? Comment les objets, la maison, le lieu participent à ça pour créer ce foyer aimant, cet espace sécurisant? Comment toi, tu vois ça avec ce changement que tu as vécu? Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cosy, qui aime avoir chez moi cet espace-là où je me sens bien. Et pour moi, c'était vraiment essentiel. Le gros challenge, parce que c'était aussi, moi, il y avait ce déménagement, la charge mentale, physique, tout du déménagement, mais il y avait aussi pour mes enfants le fait de quitter le lieu où on avait vécu. Et mon gros challenge, ça a été notamment pour le plus jeune qui, du coup, a perdu son papa.
hein, puisque mes 2 grands ont toujours leur père, c'était mon premier époux. Et puis la fille de Laurent, elle était déjà grande, elle avait 23 ans, elle avait déjà quitté la maison, donc elle avait déjà emmené un certain nombre d'affaires. Et même si c'était sa maison, elle avait un autre chez elle où elle avait déjà investi un espace avec ses propres affaires, etc. Donc mon challenge, ça a été vraiment de dire comment je propose et j'apporte à mes enfants, ceux qui étaient toujours à la maison, un espace où ils vont pas regretter. C'était important pour moi de me dire qu'ils vont pas regretter leur ancienne maison, leur ancienne chambre, etc. Et donc pour ça, j'ai fait la même démarche déjà qu'avec moi en leur disant qu'est-ce que tu veux emmener, parce que en plus c'était voilà mon fils il avait 8 ans, donc il y avait encore des petits, il y avait des Lego, il y avait des trucs, des choses de bébé j'ai dit bon on va pas les emmener ça, donc il y a eu ce travail là de dire qu'est-ce que tu veux emmener dans la nouvelle maison. Et puis je les ai aussi impliqués dans le choix de la décoration, des couleurs des murs, de la chambre. Donc mon fils, il rêvait d'avoir un lit mezzanine. Je me suis dit bon bah on va prévoir un lit mezzanine dans sa chambre. En plus la mezzanine, bon alors c'est pas très bien parce que on augmente la surface, donc potentiellement on augmente le bazar parce que on ouvre oui, mais plus il y en a, on s'étale. Hein. C'est la loi. Du vide, donc je sais que. Mais voilà, il rêvait d'une chambre mezzanine et en l'occurrence, là, sous la mezzanine, on a mis un autre lit qui sert de canapé pour lecture, tout ça, et pour accueillir les copains. C'est aussi important. Moi, j'ai une maison qui est très ouverte où j'adore accueillir du monde et ce qui fait que ce cocon-là, quand les gens viennent chez moi, en général, ils disent oh qu'est-ce qu'on se sent bien. Voilà, je fais rentrer la nature, voilà, à travers la décoration et des couleurs très douces. Et ça, j'ai réussi à le recréer dans ma maison. Et l'autre fois, mon fils m'a dit qu'il préférait aujourd'hui sa chambre d'aujourd'hui que celle qu'il avait dans l'autre maison. Et là, j'ai fait oui, ça c'est génial. De voir les opportunités qui se cachent derrière le fait de devoir, parce qu'effectivement, bon là dans ta situation, mais ça arrive à beaucoup de personnes qui, en partant à la retraite ou pour une raison X ou Y, quand ils déménagent, il y a toujours un peu, oui, mais peut-être qu'on va regretter l'ancienne maison qui était plus grande, qui était située ici ou là. Donc, d'essayer de choisir, hein, de mettre ses lunettes en mode positivité et de regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir comme opportunité à vivre dans la nouvelle maison. Oui. Et donc, voilà, merci pour cette belle pépite. Il y a vraiment ce truc-là de s'alléger, en fait, et de se dire à quel moment… Un nouveau départ, peut-être. Hein, ouais. Ça, c'est aussi une opportunité. Ouais, et alors bien sûr, il y a des nouveaux départs qui sont plus ou moins difficiles. Là, actuellement, j'ai ma belle-mère, donc la maman de mon mari, qui quitte aussi sa maison pour aller dans un appartement. Parce que elle va aller dans une résidence senior, donc où elle aura son appartement, mais et puis elle va se rapprocher de sa fille. Et elle avait aussi une grande maison avec beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on déménage ou quand on fait comme ça du tri d'une maison d'une maison à l'autre, c'est aussi un pan de vie qu'on laisse. Voilà, c'est ça. Hein, on incarne dans la matière un chapitre qui se termine et puis un nouveau chapitre qui s'ouvre. Voilà, donc elle part de 160 mètres carrés, elle va dans 40 mètres carrés, c'est vraiment un truc drastique. Un challenge, maxi challenge. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive à bon nombre de personnes justement dans cette situation de vieillesse où souvent, effectivement, donc là, toi, tu es partie de la maison de famille, entre guillemets, hein, si on peut dire, tu es directement parti après, mais il y a la plupart des gens qui restent dans la maison de famille pendant des décennies et des décennies, parfois plus longtemps que le temps qu'ils ont vécu avec leurs enfants, là. Et puis après, il y a un jour où ça marche plus et voilà, toi, tu savais d'avance que tu n'allais pas pouvoir gérer, mais il y a des gens, ils s'obligent, ils se fustigent à gérer, puis après, ils n'arrivent pas à gérer quand même. Donc voilà, c'est là
la maison se met à stagner avec les objets et puis avec de l'encombrement et puis plein de toxines, entre guillemets, qui s'installent. Edna, je vois le temps qui passe. Je voudrais qu'on arrive aux choses un petit peu concrètes. Alors, on commence en douceur. Là, tu es dans ta chambre, si j'ai bien compris. Est-ce que dans ta chambre, tu as un objet, tu as dit que tu adores tes objets, est-ce qu'il y a un objet chouchou que tu as envie de nous présenter en nous racontant 2-3 phrases sur son histoire, comme tu as ce lien et tu as envie de nous le partager? J'ai un objet chouchou. Bah, en fait, j'ai un tableau avec quelques photos qui est juste derrière. Hop, il est juste derrière mon. Voilà, donc c'est un tableau avec des photos. Voilà. D'accord. Oui, d'accord. Ben, des photos de famille. Voilà, des photos de famille, des enfants, etc. Et c'est vrai que les photos, ça fait partie des choses qu'on a. Voilà, j'ai encore un cadre. Ça fait partie des choses qui donnent aussi de la vie, moi, je trouve, dans une maison. Oups, j'ai tiré sur le. Hop. Qui donne de la vie dans une maison. Donc, c'est vrai que j'ai des tableaux comme ça. J'en ai un dans ma chambre, mais il y en a un autre dans l'entrée. Le fameux frigo. Alors, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le frigo quand j'ai déménagé. J'ai dit, dans le frigo, il faut arrêter de mettre des magnets et des trucs dessus. Mais je crois que ces photos qui ponctuent notre... voilà, je crois, j'en ai encore là quelques... Donc, là, on en voit une, là aussi. Ah ouais, ici, je ne savais pas que c'était une photo, ouais. Voilà. Oui, d'accord. Donc, c'est vrai que les photos, ça fait partie des choses que l'on a qui viennent aussi nous ramener à des souvenirs. Parce qu'une photo, on l'a prise à un instant T et on se dit, ah tiens, bah, cette photo-là, on l'a prise à tel endroit. C'était à tel moment, j'étais dans tel état d'esprit. Voilà, donc il y a les photos de mariage, il y a les photos d'un pique-nique, il y a les photos de fête d'anniversaire, tout ça, ça vient aussi se connecter aux souvenirs. Et aujourd'hui, notamment, on voit que quand on a un certain âge, on a assez peu de photos par rapport aux enfants d'aujourd'hui. On a assez peu de photos de notre enfance. On a quelques photos de vacances, des choses comme ça, mais à l'époque, quand il fallait faire développer une pellicule, on revenait de vacances avec deux pellicules de 36 photos. Là, non, mais maintenant, c'est du genre 2000 photos en 2 semaines. C'est ça. Donc, et aujourd'hui, il y a même très peu de photos qu'on sort sur papier et qu'on met, qu'on affiche. Alors, le piège, enfin pas le piège parce que c'est sympa, mais aujourd'hui, maintenant, quand il y a des événements type mariage, anniversaire organisé, des grosses fêtes, etc., des fois, il y a comme des petits photomatons, des trucs où on fait des photos, alors on met les photos et après, voilà. C'est ça, avec des ou en magnet, on peut récupérer les magnets et on garde ça. Donc ça fait des souvenirs qui peuvent à la fois, qui prennent pas beaucoup de place, mais qui peuvent très rapidement donner une ambiance un peu de bazar parce que ça fait un petit donc ça peut être aussi un piège, mais c'est vrai que les photos, c'est des objets qui prennent pas trop de place et qui nous ramènent à ce lien entre les personnes, entre les souvenirs, entre les événements que l'on a vécus. Et souvent, quand on expose une photo, c'est que c'était un moment joyeux et qui nous... Voilà. Après, parmi les photos, on les imprime pas toutes et il y en a d'autres qui étaient moins joyeuses ou moins réussies. Est-ce que toi, par opposition donc juste à ces photos qui sont vraiment un objet très, très symbolique, quand tu as fait ce grand tri pour changer de maison, tu es tombé sur des objets où tu t'es dit « Oh, mais qu'est-ce que ça fait encore là, ça? Mais pourquoi je ne l'ai pas bazardé? Franchement, ce serait le dernier objet que je prendrais si ma maison prenait feu ou quelque chose. » Est-ce que tu as encore un objet comme ça en tête? Bah oui, il y a des petits bibelots, des trucs... après, d'autant plus, comme je disais, moi, dans la maison, il y avait aussi des objets qui ne m'appartenaient pas.
et que finalement, quand j'ai dû déménager et vider cette maison, c'était aussi toute la vie c'est comme si c'était c'était toute la vie de Laurent. Il y avait aussi des souvenirs de son ancien mariage, il y avait un certain nombre de choses. Donc ils sont revenus à sa femme, à son ex-femme et à sa fille, qu'il y a certaines choses, je leur ai dit ah bah j'ai 4 cartons là, c'est pour vous. Je sais pas quoi en faire. Voilà, donc ça t'a arrangé, en fait, tu as senti que ça ne t'appartenait pas, même si physiquement c'était chez toi, mais ça ne t'appartenait pas. Hein. Ça m'appartenait pas. Et après, il y avait aussi des objets, des trucs qu'on a gardés, je sais pas. Là, si l'autre fois, je suis tombée sur une espèce de gourde qu'on avait acheté quand on avait acheté un smoothie dans une fête foraine. Enfin, tu vois, le truc en plastique, tu te dis avec la paille, tu te dis mais pourquoi j'ai encore ce truc-là bon, ouais, effectivement, il y a des trucs, on se dit mais pourquoi on a gardé un truc pareil, quoi. Ouais, voilà. Typiquement, les objets publicitaires ou les cadeaux, enfin, ou les trucs, effectivement, quand on est en voyage, on a besoin d'un truc, puis on achète un peu n'importe quoi parce qu'on a besoin d'une gourde ou d'autre chose, et puis en fait, on a la même à la maison et on n'a pas besoin d'un Xème exemplaire. Ouais, clairement. Donc oui, les objets, alors, je crois que vraiment le pire, c'est les objets qu'on nous donne, qu'on nous offre. Parce qu'on se dit, le truc il est tout neuf, ça peut être utile. Le fameux, ça peut être bien connu. Ça pourrait être les cadeaux qu'on reçoit, c'est très difficile parce qu'on a tendance à confondre l'objet et le lien avec la personne. Oui. Donc, ouais. Edna, j'aurais un petit challenge à te proposer en allant sur les terrains. Et je vais le faire en même temps que toi. Hein. C'est vrai? Donc, soit on va s'attaquer aux t-shirts, soit on va s'attaquer aux pantalons. Qu'est-ce qui te parle pour aller les compter? Bah, les deux sont dans cette armoire-là. Bon, on va pas compter les deux. Mes t-shirts et les pantalons. On peut partir sur les pantalons. Allez. Ok, alors on va à ton avis, sur les t-shirts. Voilà, donc on compte pantalon au-dessous du genou, hein, d'accord? Parce qu'après, si c'est des pantalons corsaires, les 3/4, après on ne sait plus si c'est bermuda, short, pantalon. Donc je dirais les pantalons qui sont au moins au-dessous du genou. D'accord. Okay. Mais on prend tous les pantalons, hein, sport, chic, machin. On va compter tous les pantalons. Moi, je pense, alors j'estime, disons 15. Je vais dire que j'en ai 15 et je vais aller voir sur le terrain combien ça fait. Si mon idée est juste ou fausse, toi, t'estimes que t'en as combien? Oh là là, je pense que j'en ai au moins 25. Ok, bon, eh ben, on va y aller. On va compter. Ah si, par contre, il n'y a pas les pantalons, genre pantalon pyjama, tout ça. Ok, pas pyjama, des pantalons qu'on met quand on est réveillé. Quand on est réveillé, d'accord. Ok, bah je vais ouvrir tout de suite le placard. C'est parti, j'y vais moi aussi, à tout de suite. Bon, t'étais plus rapide que moi. T'es arrivée à combien? Alors, j'ai 32 pantalons. Ok.
Et j'ai des pantacourts, c'est-à-dire ils sont en dessous du genou, mais ils sont courts. J'en ai, je sais plus, 4 ou 5. Ok. Bon. 5. 5. Alors, moi, j'avais dit 15. J'en ai compté 17, y compris les pantalons de sport. Et je pense que j'en ai encore un ou deux, soit au passage, soit à la lessive. Donc, je pense que j'en ai autour de 19. Donc, tu vois, j'ai encore sous-estimé. Et toi, tu avais dit 25. Et puis, tu en as plutôt 37. Donc, juste pour dire, tu vois, j'aime toujours faire cet exercice pour voir à quel point on a des lunettes déformantes par rapport à nos objets quand on regarde la réalité. J'en ai un sur moi aussi. D'accord. Ah bah aujourd'hui, je suis une jupe alors. Ouais. Je vais pas dire la même chose. Voilà, donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Je pense dans le domaine de la famille, c'est la même chose aussi quand on tombe dans ces travers, les jamais, les toujours, les biais cognitifs qu'on a par rapport à la relation avec nos enfants. Est-ce que toi, tu remarques, peut-être quand tu vas chez quelqu'un, est-ce qu'il y a des endroits où tu remarques que tu te sens pas bien? Donc, tu dis, chez toi, c'est ton petit cocooning, t'aimes bien accueillir, les gens se sentent bien, tu te sens bien aussi. Est-ce qu'il y a des endroits, t'as aménagé ça on pourra encore en parler pendant des heures, tu loues maintenant des maisons en courte durée, donc tu as aménagé ces logements et puis tu m'as montré des photos, c'était très très joli. Donc vraiment l'ambiance cocooning, je l'ai senti aussi. Est-ce qu'il y a des endroits où tu y vas et chez certaines personnes ou peut-être d'autres endroits et tu dis non là je me sens vraiment pas bien, ça va pas? Alors, il y a des endroits dans lesquels je me dis que j'aimerais pas vivre. Effectivement, il y a une forme d'énergie ou de froideur ou d'extrême bazar. Moi, c'est vrai que quand il y en a partout, je trouve ça oppressant en fait. Et oui, bien sûr, ça arrive. Après, je suis quelqu'un, je pense, qui est relativement adaptative, et plus que les lieux, même si j'aime être dans un endroit qui me cocooning, plus que les lieux, c'est les gens avec qui je me trouve qui va être prédominant dans le fait de me sentir bien ou pas à un endroit. Ouais. Alors après, si t'es un endroit toute seule, location ou autre, hein, ça va être peut-être l'énergie que toi tu amènes. Hein. Si je suis pas bien, je pars. Merci, au revoir. Non, c'est vrai que oui, quand on est seul ou quoi, en fait, j'ai aussi appris, les expériences de ma vie m'ont appris à faire du tri, à la fois dans vraiment à prendre soin de moi, c'est-à-dire j'ai besoin d'être bien, et notamment moi c'est aussi quelque chose que je dis beaucoup aux parents que j'accompagne, pour faire bien il faut se sentir bien, et il faut être bien avec soi-même et se sentir bien pour être bien avec les autres. Ouais. Donc si on est dans une situation qui ne nous convient pas, c'est un choix de se dire je décide de ne pas rester dans cette situation-là. Et je pense que dans la vie, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont plus difficiles, plus ou moins difficiles à faire. Dans la vie, on a toujours le choix, accepter ou renoncer, faire ou ne pas faire. Et ça, c'est aussi d'avoir son curseur personnel en se disant ok, est-ce que pour moi c'est ok, c'est pas ok, si c'est pas ok, qu'est-ce que je fais? Et donc arrêter de subir en fait, et de pas, il y a vraiment ce passage à l'action de dire si ça me convient pas, en fait je dois changer les choses de façon à ce que je puisse me sentir mieux. Magnifique. On va pour finir, pour la dernière question. Tu m'as dit, tu nous as partagé tout à l'heure que tu voulais faire encore une passe d'écrémage entre guillemets. Tu vois, si là on a la baguette magique, on va dans le temps quand ça va être fait, on prend notre petit, on va zioter dans ce futur idéal. Comment tu veux décrire ta maison? Est-ce que c'est la maison d'Imouna? Est-ce que tu as des mots? Tout à l'heure, tu as dit espace sécurisant, foyer aimant, cocooning. Comment elle va être cette maison idéale par rapport à maintenant? Comment tu vas nous la décrire? Fais-nous voyager.
Je pense que la maison idéale, elle est vraiment aussi dans le lot, on va dire, avoir peu de. J'ai mon chien qui vient me dire bonjour. Ah voilà, on a entendu un drôle de bruit. Elle est dans, voilà, bon bah vous faites connaissance. Viens me voir. Elle est dans vraiment ce désencombrement. Je pense que, tu vois, là je te parle et je vois derrière moi tout ce que j'ai mis sur ces étagères-là. Je pense qu'il y a du désencombrement que je voudrais faire de façon à la fois allégé visuellement, parce que je pense que quand il y a de la lourdeur ou quand c'est encombré, ça plombe aussi. Et puis aussi, il y a vraiment le côté totalement pratique, c'est que quand il y a plein d'objets, plein de trucs partout, c'est difficile de faire le ménage, c'est galère de faire la poussière. Donc c'est aussi s'alléger le quotidien dans la facilitation de l'entretien de notre environnement. Et effectivement, si on peut avoir un espace très cocooning, mais aussi dans les espaces zen, il y a peu d'objets, il y a peu de choses. Donc c'est encore une fois faire le point sur qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me procure du bien-être, sans artifice et sans trop d'accumulation, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a trop de choses, eh bien on bascule dans quelque chose qui est justement étouffant. Et donc, ça nécessite une charge. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, je vois derrière moi là tout ce que j'ai là. Je sais que je vais faire une passe très bientôt et je vais peut-être commencer par là. Je vois il y a des guides de voyage. Les guides de voyage aujourd'hui, en fait, c'est des choses qu'on a achetées parce qu'on a voyagé. Donc il y a vraiment ce truc là de l'affect. En réalité, un guide de voyage, à moins de se dire ah oui, si je vais retourner au même endroit, ce qui n'est pas de ma nature, parce que je pense que le monde est vaste et qu'en fait, il y a tellement à découvrir que je préfère ne pas retourner aux mêmes endroits. En fait, je me dis, mais un guide de voyage, il faut pas que je le garde parce que j'ai mes photos. De toute façon, et peut-être que quelqu'un qui voudra visiter, je serais contente de lui laisser. Aussi, il y a les boîtes à livres. Alors, le nombre de livres qu'on a dans les boîtes à livres, on peut aller remettre un guide de voyage dans ces boîtes à livres et ça servira et il fera aussi son chemin avec un nouveau voyageur. Et je trouve que c'est vraiment assez sympa de se dire ça. Donc fantastique, tu nous laisses dans des perspectives, voilà, curieuse de faire le point avec toi. Dans quelques mois, tu nous enverras une photo. Et pour les personnes, peut-être les parents qui en ont marre de dire sans arrêt à leurs enfants range ta chambre, ou qui ont d'autres thématiques un peu cruciales avec les enfants, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je m'appelle Edna Guccia. On me retrouve sur tous les réseaux sociaux et j'ai un blog qui s'appelle La Famille Positive. Donc La Famille Positive, on la retrouve sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Voilà, on me retrouve très facilement. Edna, il y en a pas 50 en plus. Donc, donc Edna de La Famille Positive, c'est moi. On me retrouve assez facilement. Je serais ravie de vous accompagner dans cette belle aventure qu'est la parentalité. Ouais, c'est fantastique. Si vous avez envie de me suivre, voilà, je publie. Je mettrai tes coordonnées sous la vidéo, quoi qu'il en soit, mais c'est vrai que ton prénom et puis le nom de ton business vont nous aider. Elles sont très faciles à retenir. Edna, écoute, j'étais ravie de t'accueillir. Est-ce que tu as un mot de la fin, une dernière chose que tu as envie de nous partager? Déjà, moi, un grand merci à toi pour tout ce que tu partages et comment tu nous aides à avancer, à cheminer dans la vie, parce que nos intérieurs, faire du tri dans nos maisons, c'est aussi faire du tri dans notre fort intérieur. Et donc, un grand merci à toi de transmettre ça. Et j'ai bien aimé... je pense que je le ferai régulièrement, faire un pas de côté et de me dire, OK, à quoi je pense que, comme on a dit, on monte pas un étage d'un seul coup, on fait une marche après l'autre. Je pense que c'est important de se dire que dans ces phases de tri,
de nettoyage de notre vie, de nos maisons et de nos vies intérieures, c'est intéressant de faire un pas de côté et de se dire, ok, en fait, si j'ai une chose à faire aujourd'hui, laquelle je fais, et moi je dis manger l'éléphant à la petite cuillère. C'est de faire quel est le premier pas que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, sans se dire j'ai toute la maison à vider, à trier. C'est ok, là, je vois mon étagère, je m'occupe de cette étagère, je prends une demi-heure ou 1 heure, mais ça, ce sera fait. Et vraiment, je crois que c'est ça le mot de la fin, c'est de se dire, pas regarder la montagne à gravir, mais de se dire, ok, alors cette étagère-là, ou cette armoire-là, ou ce rangement-là, je m'y attaque et ça, ce sera fait. Donc, un pas après l'autre, un peu d'autocompassion et puis surtout, une belle énergie pour se dire que c'est aussi une façon d'avancer dans la vie. Pour être bien chez soi, pour bien faire avec ses enfants et puis dans la vie en général. Fantastique, merci beaucoup à toi Edna et merci, à tout bientôt. À bientôt.